Bien, nous voici donc dans la méthode des moindres carrés et nous rentrons cette fois-ci dans la seconde question d'examen pour votre cours de statistique. Alors là, une fois encore, vous voyez que tout le tableau a déjà été rempli. Je sais très bien que désormais, vous savez très bien vous-même remplir les différentes cellules, que ce soit avec les fonctions ou avec les formules. Le tout, c'est de savoir exactement ce qu'il faut rentrer. Donc, à l'examen, vous aurez un tableau vide dans lequel il faudra rentrer les différentes données et ensuite faire les différents calculs, aussi bien pour ce que j'ai appelé formules ici, qui sont en fait les différentes fonctions d'Excel, et puis les calculs, qui sont les calculs à la main que vous feriez avec une feuille de papier. Alors, examinons donc les premières données. Au début, c'est assez immédiat. Vous avez donc d'abord les différents points avec les abscisses et les ordonnées. Il n'y a que 4 points. Maintenant, notez que s'il y a 20 points, eh bien, ce serait la même chose. Là, on ne parle pas du tout d'effectifs. C'est pour ça que depuis le début, on ne travaille qu'avec le seul indice I, que l'indice J n'intervient pas. Et ce dont on a besoin au départ, eh bien, ce sont ces deux colonnes qui vont permettre de pouvoir calculer les moyennes. Et puis ensuite, on sait qu'on aura besoin du produit des deux valeurs à chaque fois, dont on fera la somme. Et on aura également besoin, ici, du carré, mais uniquement de la variable en X. La variable en Y ne nous intéresse pas pour le calcul en question. Alors, d'abord, ce qu'on peut faire, c'est ici les différentes moyennes. Notez que la formule de la moyenne, on la retrouve ici à côté. C'est 160 divisé par 4. Voilà le 160 divisé par 4. Et ainsi de suite, c'est la même chose. Donc ici, vous avez les moyennes des Y avec la fonction. Là, ici, le petit calcul 200 divisé par 4. Ici, la moyenne des produits, c'est en cela que ceci nous intéressait. Donc, vous avez les moyennes de toute cette colonne-là. Là encore, 8100 divisé par 4 nous donnera la moyenne des produits. Qu'est-ce que nous avons encore besoin? Nous avons besoin de la moyenne des carrés, qui est calculée ici avec 6600 divisé par 4. Voilà. Et enfin, on sait que lorsqu'on veut faire des calculs de variance, et là, il n'y a que la variance en X qui nous intéresse pour les différents calculs, on aura besoin de la moyenne au carré. Là, pas de formule. Dans le sens fonction, on n'utilise que le calcul de D14 au carré, c'est-à-dire le 40 ici au carré, qui donne 1600. Et à côté, c'est la même chose. On a donc le 40 au carré, celui qui a été utilisé ici. Bien, donc maintenant, ce dont on va chercher, c'est tout ce qui nous permet de pouvoir obtenir le coefficient angulaire ou pente A et le terme indépendant, qui est aussi l'origine à l'ordonnée. Alors, je profite justement de ces différentes informations pour pouvoir utiliser la fonction pente qui est fournie directement à partir des données en X qui sont introduites après, en réalité, quand vous faites appel à la fonction et les données en Y, c'est direct, ainsi que l'autre fonction qui est ordonnée à l'origine, voilà, donc qui utilise à ce moment-là les mêmes paramètres, d'abord les données en Y, les ordonnées, et puis ensuite les abscisses, et c'est donné tout de suite. Là, au moins, avec les fonctions, c'est immédiat. Ce que j'ai voulu vous montrer aussi, j'ai envie de dire que ce serait un peu obsolète, mais c'est surtout pour vous dire que c'est possible, mais c'est assez compliqué l'utilisation de ce système-là, c'est d'utiliser la fonction droite-règle, qui utilise de nouveau les mêmes paramètres. D'abord, toutes les ordonnées en Y, toutes les abscisses, les X, voilà.
Et quand on a fait droite recte, il faut introduire cette fonction-là, et c'est ça qui est un peu casse-pied, dans la fonction index. Et dans la fonction index, il faut mettre point virgule 1 pour obtenir A. Si vous voulez obtenir B, ben, c'est exactement la même formule, sauf que le 1 ici devient 2. C'est l'autre moyen, c'était le moyen qui était utilisé dans le passé au niveau des différentes fonctions. C'est clair que pente et ordonnée à l'origine, ça va quand même beaucoup plus vite. Alors, si je veux faire les calculs, ben, j'ai besoin de toute une série de données supplémentaires. Je vais avoir besoin des écarts en X. Donc, je rappelle que les écarts, c'est chacune des valeurs moins la moyenne, qui est calculée à ce moment-là, qui est identique cette fois-ci. Donc, n'a pas beaucoup d'importance de savoir si on va plutôt aller à gauche ou à droite. On n'est plus en train de faire des approximations comme avec les distributions groupées. Donc, j'ai choisi d'utiliser ETSI puisque je suis en train de faire des calculs. Bien que en utilisant ce côté-là, ça n'aurait pas eu beaucoup d'importance. Même chose en ce qui concerne les écarts en Y. Donc là, pour chacune des valeurs Y, je retire la moyenne en Y qui a été calculée. Et puis, qu'est-ce qui reste? C'est tous les produits possibles. Donc, vous avez les produits des écarts. Voilà, donc 0 fois 0, bah, ça donne 0. Vous avez le carré des écarts en X. Donc ici, vous avez 0 carré qui va donner 0. Voilà. Puis la même chose avec les écarts en Y que j'élève également au carré. 0 carré, ça donne aussi 0. Quand je fais la poignée de recopie, ça donne tout ça pour pouvoir obtenir donc ici trois sommes qui m'intéressent. La somme des produits, la somme des carrés en X, la somme des carrés en Y. Ces deux-là me donnent les deux variances quand je divise par n, c'est-à-dire par 4. Là, je vais obtenir la covariance si je décide de diviser 100 par 4. Bon, c'est quelque chose que l'on va retrouver en bas. Et avec toutes ces données-là, eh bien, on peut alors à ce moment-là trouver les différents calculs. Alors d'abord, le premier moyen qui permet donc de pouvoir trouver l'équation pour A. Alors, j'ai donc utilisé la fonction qui dit que c'est la moyenne des produits moins le produit des moyennes, divisé par la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Donc voilà la formule qui se trouve au-dessus. Là, ici, vous avez le I16 qui correspond donc à la moyenne des produits, moins le produit des moyennes, divisé par la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. Et ça vous donne le résultat suivant. Ça, c'était un des moyens de pouvoir le trouver. Mais bon, c'est toujours la même formule, c'est y bar moins ax bar. Donc, ça veut dire que connaissant x bar, y bar, ça me fait 50 moins 0,5 fois 40, ça me donne 30. L'autre A ici, bah, c'est tout simplement la division de la somme des produits divisé par la somme des carrés en X. Je rappelle ici que la somme des carrés en X et la somme des Y en X sont égaux. Ce n'est pas quelque chose qui se produit tout le temps. C'est dans cet exemple-là qu'il se fait que la variance en X et la variance en Y vont donner le même résultat. Remarquez que, évidemment, cette formule-là est beaucoup plus simple d'utilisation. Ensuite, les calculs très simples que sont les deux variances, la variance en X, la variance en Y et la covariance. Ce sont donc les quatre valeurs qui se trouvent ici qui ont été divisées par n par 4 tout simplement. Vous avez encore une autre formule ici qui est exprimée sous la forme d'une différence cette fois-ci, c'est-à-dire la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne, ce qui donne bien 50. Donc tout cela est cohérent, on retrouve les différentes choses. Et puis, on a pratiquement tout terminé. Les différentes fonctions, var p, bah, que vous connaissez déjà, pour la colonne des x. Même chose pour la colonne des y. Alors, bah,
voilà la fonction covariance, attention covariance.Pearson, avec les données en X, les données en Y, ça vous voyez que c'est très simple. Et alors, coefficient de corrélation, bah, c'est coefficient.corrélation, comme quoi là, bon, avec Excel, cette fois-ci, c'est quand même très simple. Les données en X et les données en Y qui sont introduites dans la fonction. Vous avez le coefficient de détermination, voilà, avec d'abord les données en Y et puis les données en X, c'est très simple. Là où c'est moins simple, bon, bah, c'est le calcul, ici, du coefficient de corrélation. Alors, la formule du coefficient de corrélation, qu'est-ce que c'est? C'est la covariance divisée par le produit des écarts-types. Alors, le produit des écarts-types, soit on fait la racine des deux variances que l'on multiplie après, ou alors, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de faire d'abord le produit des deux variances et puis de faire la racine à la fin. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est-à-dire de faire 25 divisé par la racine de 50 fois 50. Alors 50 fois 50, la racine, bon, ça donne 50. Hein, si je fais 25 divisé par 50, ça donne un demi, c'est cohérent. Et si j'élève au carré, la belle surprise, c'est que on obtient donc le coefficient de détermination. Alors pour faire le graphique, il y a quelque chose que je conseille d'office, c'est de commencer en réalité par ça. Plutôt que bon que de faire tous les calculs tels que je l'ai fait, eh bien, ce que je conseille aux étudiants, c'est de commencer par le graphique. Le graphique qu'il faut obtenir, c'est celui-là, tout simplement. Je vais m'amuser à le refaire. Je vais vraiment le faire en direct. Je vais faire appel aux différentes commandes pour ma propre facilité. Et donc, je vais aller pêcher, voilà, XY. Je vais aller demander d'insérer un graphique. Graphique recommandé, qu'est-ce qu'il me propose? Ben voilà, il est déjà là. Bon, je vais dire OK. Je rappelle que ça, un graphique qui vient se placer en plein milieu, je ne veux absolument pas, je refuse d'avoir ça à l'examen. Je veux un graphique tout beau, tout nickel. Voilà, donc graphe MC pour moindre carré sur une nouvelle feuille. Voilà. Et vous voyez que les 4 points se situent dans le coin supérieur droit, ce qui fait que bon que vous allez avoir tout un espace vide qu'il s'agira bon de combler par la suite. Alors, je vais ajouter un élément graphique. Vous allez voir à quel point c'est simple. Je vais là, je vais demander d'aller pêcher une courbe de tendance. Je peux choisir celle que je veux. Ça vous explique comment est-ce qu'on peut aller pêcher une courbe, des autres courbes possibles, puisque je ne la vois pas apparaître là, une courbe de type parabole. Et vous voyez que quand je suis en train de me déplacer, on voit déjà qu'il y a certaines petites choses qui viennent apparaître sur le côté. Bon, je clique sur linéaire. Voilà. J'ai ma droite qui s'est placée ici. Je ne sais pas si elle est très visible pour vous. Pour moi, elle ne l'est pas vraiment. Donc, je vais m'arranger pour faire apparaître différentes choses. Ça, je pense que je n'en ai plus besoin pour l'instant, ce qui me permet de l'avoir un peu plus grand. Hop, allez, 25. Voilà, ce qui est déjà beaucoup mieux pour l'axe des abscisses. Et pour l'axe des ordonnées, allez, je vais mettre, si je mets 30, c'est très bien. 30. 35, allez. Voilà, c'est déjà mieux. Je vais maintenant jouer essentiellement sur cette droite. Clic, clic. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire la chose la plus importante pour nous pour l'instant, c'est afficher l'équation. Vous voyez, il nous donne déjà la réponse. Et tant qu'à faire, pourquoi pas. Le coefficient de détermination, qui est là ici en dessous. Du coup, en ayant ça, voilà, je vais le mettre un peu plus haut.
Je vais peut-être le mettre en plus grand aussi. Gras, moi j'aime toujours bien que ce soit un Times du roman. Voilà, je vais mettre ça 12 par exemple. Voilà, au moins c'est plus clair. Vous voyez, si vous commencez par faire le graphique, eh bien vous avez déjà la réponse. Vous avez A, vous avez B. Si vous voulez trouver le coefficient de corrélation, bah, c'est la racine carrée des 0,25. Et il suffit de savoir dans quel sens est la pente de la droite. Vous voyez que la pente est positive, donc ça veut dire que le coefficient de corrélation est positif. Hein, si ça avait été la droite était décroissante, ben, vous aurez dû faire la racine carrée du coefficient de détermination et mettre un moins devant, vous auriez obtenu la réponse. Après, bon, c'est fini, hein, il n'y a plus que la décoration à faire. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on obtient déjà une ébauche du résultat que j'avais fait tout à fait à mon aise. Dans le graphique de la droite, si je compare avec l'autre, ben, vous voyez qu'il n'est pas très différent. Voilà. Bon, je passe de l'un à l'autre pour montrer qu'il n'y a quasi aucune différence. Il y a juste le titre que je n'ai pas mis. Le résultat final, c'est ceci que vous devez obtenir. Voyez que la méthode des moindres carrés avec Excel n'est pas très difficile. Je pense d'ailleurs que, en règle générale, à l'examen, c'est la question que les étudiants réussissent le mieux. Voilà, donc ceci clôture ce laboratoire.